Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'évolution d'un système chimique dans laquelle je parlerai de la détermination d'un état final d'une réaction. Une fois le tableau d'avancement de la réaction complété, nous allons maintenant pouvoir utiliser la dernière ligne pour déterminer l'état final d'une réaction en commençant par le cas d'une réaction totale. Donc deux méthodes permettant de déterminer cet état final. Méthode 1. On commence par déterminer les quantités de matière initiale de tous les réactifs. Ensuite, pour chaque réactif, nous allons faire l'hypothèse qu'il est réactif limitant, ce qui va nous permettre d'en déduire une valeur d'avancement maximale que l'on va noter xm. Pour le réactif 1, l'hypothèse 1 donnera xm1, pour l'hypothèse 2, le réactif 2 donnera xm2, et ainsi de suite. Et ensuite, nous comparons ces valeurs d'avancement maximale obtenues. La valeur d'avancement maximal qui sera la plus petite correspondra au réactif qui sera le réactif limitant et nous permettra donc de trouver l'avancement maximal. Une fois cet avancement maximal, il ne restera plus qu'à calculer les quantités de matière finale avec la valeur de cet avancement maximal. Deuxième méthode, qui sera une méthode graphique. Donc cette fois, comme la méthode 1, on détermine les quantités de matière initiale de tous les réactifs. Ensuite, sur un graphique, nous allons représenter l'évolution de la quantité de matière pour chaque réactif en fonction de l'avancement, c'est-à-dire un graphique avec x en abscisse et n pour chaque réactif en ordonnée. Une fois les graphiques obtenus, nous pourrons déterminer graphiquement l'avancement maximal xm et pour le trouver, cela correspondra à la plus petite valeur pour laquelle la quantité de matière d'un réactif s'annulera. Une fois cette valeur d'avancement maximal xm obtenue, c'est la même chose, on calcule les quantités de matière finale avec la valeur de l'avancement maximal. Je vais illustrer ces deux méthodes avec un exemple. Je commence par la méthode 1. Donc je considère l'équation de réaction N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. Les quantités de matière initiale pour le diazote sont de 3,0 mol et pour le dihydrogène de 6,0 mol et je considère que je n'ai pas d'ammoniac dans mon état initial. Première hypothèse, je vais supposer que le diazote est réactif limitant. Si le diazote est réactif limitant, à partir du tableau d'avancement et de la dernière ligne, je vais me retrouver avec une équation du type N1 moins X égale 0, moins XF, ou moins xm égale 0, ici dans le cas d'une réaction totale. N1 moins xm1 égale 0, j'ai mis un petit 1 pour dire que c'est l'hypothèse 1. Je vais donc pouvoir en déduire la première valeur de xm, ici, xm1 égale n1, ce qui me donne donc 3,0 mol. Deuxième hypothèse maintenant, avec mon deuxième réactif, H2 ici, donc hypothèse 2, je considère que le diazote est réactif limitant, donc dans ce cas, je me retrouve avec une équation qui se trouve dans la dernière ligne du tableau, donc avec N2 moins 3XF qui est égal à 0, moins 3XM, pardon, et un petit 2 en lien avec l'hypothèse 2. Cette fois, pour obtenir XM, je vais donc isoler XM, ce qui fait passer N2 de l'autre côté et diviser par 3, donc j'obtiens XM2 qui est égal à N2 sur 3. Donc 6 divisé par 3, ce qui me fait 2,0 mol. Une fois mes valeurs d'avancement maximal obtenues pour chaque hypothèse, je vais les comparer. Et là, je vois que xm1 est supérieur à xm2 et que la bonne réponse concernant la valeur d'avancement maximal correspond à la valeur la plus petite. Donc, xm sera égal à xm2 qui vaut 2,0 mol. Et ça me permet d'obtenir de la même manière le réactif limitant qui est donc le dihydrogène H2. Une fois ces grandeurs connues, je peux déterminer les quantités de matière finale de mes espèces chimiques. Donc j'obtiens une quantité de matière de diazote finale qui sera de 1 mol. Pour le dihydrogène, 0 mol vu qu'il est réactif limitant. Et pour l'ammoniac, je fais donc 0 plus 2x, 2xm, ce qui me fait 2 fois 2 égale 4,0 mol. Deuxième méthode maintenant avec la résolution graphique. Donc je vais représenter le graphique de la quantité de matière pour chaque réactif en fonction de l'avancement ici. Premier réactif, donc le diazote, l'expression qui nous donne donc la quantité de matière du diazote en fonction de l'avancement est la deuxième.
la troisième ligne du tableau d'avancement. Nn2 de x égale N1 moins x. Je vais donc représenter une droite avec pour l'origine N1 qui valait donc 3 mol et qui a un coefficient directeur de 1, moins 1, donc qui décroît. Et j'obtiens cette droite. Deuxième cas, le dihydrogène. Cette fois, NH2 de x est égal à N2 moins 3x. La quantité de matière initiale est N2 qui valait 6 mol. À chaque fois que je consomme x mol, je vais donc descendre de 3 mol, ce qui fait que j'obtiens une deuxième droite ici. La valeur d'avancement maximal correspond au premier réactif qui s'annule. Je vois que le premier réactif qui s'annule ici sur l'avancement est le dihydrogène. J'obtiens une valeur de 2 mol comme obtenu précédemment. Donc ici, l'avancement maximal XM est de 2,0 mol. Une fois cette valeur obtenue, je peux déterminer les quantités de matière de mes réactifs et de mes produits dans l'état final. Après le cas d'une réaction totale, voyons maintenant le cas d'une réaction non totale. Donc cette fois, la méthode, c'est de déterminer les quantités de matière initiale de toutes les espèces chimiques, donc réactifs et produits. Ensuite, on détermine l'avancement final XF à partir de la connaissance de la quantité de matière finale d'une des espèces chimiques. Donc il faudra une donnée expérimentale nous permettant d'en déduire la quantité de matière soit d'un réactif, soit d'un produit dans l'état final pour pouvoir avoir accès à la valeur de XF et ensuite pouvoir déterminer les quantités de matière finale des réactifs et des produits à partir de XF. Je vais finir avec plusieurs remarques d'importance sur le remplissage d'un tableau d'avancement et l'utilisation ensuite pour obtenir l'état final d'une réaction. Première chose, il ne peut y avoir qu'un seul avancement maximal. Il n'y aura donc jamais la possibilité d'avoir deux valeurs différentes d'avancement maximal. Ensuite, dans la majorité des cas, la quantité de matière des produits sera nulle. Si dans l'énoncé rien n'est indiqué, ça veut dire qu'elle est nulle. Par contre, toujours faire attention de vérifier ce point-là. Ensuite, quand il y a plusieurs réactifs limitants, on sera dans ce qu'on appelle les proportions stoichiométriques. Nous verrons par la suite que cette configuration est très utilisée, notamment lors de l'équivalence d'un dosage. Ensuite, quand un réactif est indiqué en excès, dans ce cas-là, on ne complète pas la colonne correspondante. Si nous savons déjà dans l'énoncé qu'un réactif est en excès, ça veut dire qu'il ne va jamais intervenir dans le cas de la détermination de l'avancement maximal, donc il n'y a pas d'intérêt particulier à utiliser cette espèce chimique, et donc il faudra rayer la colonne ou écrire excès dans les cases correspondantes. Et sur une autre remarque qui est complète, c'est si il y a la présence d'un solvant dans la réaction. En général, il s'agit de l'eau, H2O. Dans ce cas, s'il est présent en tant que réactif ou de produit, là encore, on ne complétera pas la colonne correspondante et on mettra excès. Un solvant étant une espèce très majoritaire en termes de quantité de matière, nous allons considérer qu'au cours d'une réaction, sa quantité de matière ne varie pas et qu'il ne pourra jamais être considéré comme un réactif limitant.